Bienvenue dans le débat de France 24. Laurent Gbagbo est désormais libre de ses mouvements. La Cour pénale internationale confirme l'acquittement prononcé en 2019. L'ancien président accusé de crimes contre l'humanité pour les 3000 morts de la crise post-électorale ivoirienne il y a 10 ans peut donc à nouveau voyager. Lui qui était resté jusque-là en Belgique depuis sa libération, dans l'attente de la décision d'appel. L'arrêt de la CPI rebat les cartes pour celui qui était déjà rentré en partie dans le jeu électoral ivoirien. Ses fidèles avaient pu mesurer leur assise lors des législatives au début du mois dans une alliance avec leurs anciens adversaires du PDCI, le parti historique d'Houphouët-Boigny. Figure tutélaire face à laquelle justement un certain Laurent Gbagbo s'était forgé sa stature d'opposant historique. C'est dire à quel point le retour annoncé de l'ex-président s'annonce riche de rebondissements. Gbagbo, horizon dégagé, point d'interrogation. On en débat avec vous, Georges Jacquat, secrétaire général adjoint du FPI, ici en Europe, porte-parole de ce qu'on peut appeler le FPI légal, c'est-à-dire la branche loyale à Pascal Afine-Guessant. Vous nous direz, vous, ce que vous pensez d'un éventuel retour de celui qui fut un peu votre mentor à tous, Laurent Gbagbo, dans un instant. Bonsoir. Également avec nous, mon confrère de France 24, chroniqueur international, Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Ouais. Dans un instant, depuis Abidjan, Michel Gbagbo nous livrera également ses impressions. Député FPI, tout juste élu dans la circonscription de Yopougon, l'une des plus importantes du pays, à Abidjan. Il est également le fils de Laurent Gbagbo et secrétaire général adjoint du FPI en charge des questions pénitentiaires et des prisonniers politiques. Et puis Joël Nguessan, également depuis Abidjan, membre du conseil politique du RHDP, c'est le parti présidentiel, parti du chef de l'État Alassane Ouattara et ancien ministre des Droits de l'Homme. Ils seront avec nous dans un instant, mais d'abord retour sur cette procédure qui fera date. Un ancien chef d'État jugé par la justice internationale. Le rappel des faits avec Nina Masson, Clément Bonnereau et Bilal Tarabé. Le premier chef d'État à être jugé devant un tribunal. Ce 28 janvier 2016 s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent, les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, Des accusations qu'il a toujours niées. Monsieur le juge, Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les 2 hommes sont acquittés et remis en liberté sous condition 1 mois plus tard. Acquittement confirmé donc en appel aujourd'hui. On retrouve tout de suite celle qui suit pour nous toutes les procédures jugées devant la Cour pénale internationale. C'est la correspondante de France 24 à La Haye, Stéphanie Maupas. Bonjour. Bonjour. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés. Ils sont désormais libres de leur mouvement, y compris de rentrer, s'ils le souhaitent, en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, ils le souhaitent. Ils l'ont dit l'un et l'autre à différents stades depuis qu'ils ont été provisoirement libérés ou libérés partiellement. Donc, ils souhaitent retourner en Côte d'Ivoire l'un comme l'autre. Alors, il y a eu toute cette procédure. On se souvient de l'épisode de Laurent Gbagbo cherchant à avoir son passeport, un passeport pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire, puisque depuis le moment où ils sont arrivés à La Haye jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé 10 ans, et donc leur papier d'identité, leur papier pour pouvoir voyager était périmé. Bon, c'est un petit peu anecdotique dans cette histoire-là, mais ils sont libres vis-à-vis des charges qui pesaient contre eux, vis-à-vis de la procédure judiciaire de la CPI. De ce côté-là, ils sont totalement libres. Le reste, eh bien, ça sera éventuellement des négociations pour pouvoir rentrer dans des conditions en Côte d'Ivoire, dans de bonnes conditions, disons politiquement, mais pour ce qui est de la Cour pénale internationale, oui, ils sont libres et ils peuvent rentrer.
Cette décision aujourd'hui, est-ce qu'elle affaiblit la Cour pénale internationale? Est-ce qu'elle porte préjudice en particulier au bureau de la procureure Fatou Bensouda, accusée d'acharnement par certains proches de Laurent Gbagbo, voire même d'avoir cédé à des pressions politiques pour maintenir hors de Côte d'Ivoire l'ancien président? Oui, effectivement, ça affaiblit considérablement la procureure. Alors, elle était déjà affaiblie lors de l'acquittement il y a 2 ans et cet appel n'est pas une grande surprise. La confirmation de cet acquittement n'est pas une grande surprise. Ce qui est surprenant, c'est que si on revient au tout début de cette affaire, en 2011, la procureure avait été alertée par les juges. Lorsque Laurent Gbagbo arrive, il faut confirmer les charges qui sont portées contre lui. Et dans un premier temps, les juges s'y opposent. Et ils disent 2 choses. Ils disent d'abord que la thèse de l'accusation ne tient pas la route et ne correspond pas à une réalité. Et ils disent une deuxième chose, c'est que les preuves sont trop faibles pour pouvoir, dans un premier temps, mettre en accusation. Mais si on regarde 10 ans plus tard, eh bien, c'est exactement ce que dit aujourd'hui la Chambre d'appel. C'est ce qu'a dit il y a 2 ans la Chambre de première instance. Donc, il y a une vraie faute de la part du bureau du procureur qui est due à la qualité des enquêtes qui sont produites, à la qualité aussi de la coopération qui peut être obtenue. Il faudrait revoir les rapports de coopération. On sait que plusieurs États ont coopéré. La Côte d'Ivoire a coopéré dans le dossier Laurent Gbagbo. La France a coopéré dans le dossier Laurent Gbagbo. Et pourtant, bien, ça n'a rien donné. Au final, les deux accusés ont été acquittés et libérés. Donc vraiment, de bout en bout de cette procédure, la procureure ne sera pas parvenue à convaincre de leur culpabilité. Et derrière, oui, il y a des circonstances qui ont été quand même un petit peu compliquées dès le départ, puisque il faut se rappeler qu'en 2011, au moment où le procureur démarre son enquête, et c'est souligné par les juges de la Chambre de première instance quand ils ont acquitté, ils expliquent que le procureur a commencé son enquête avant même qu'il en ait la compétence, et avant même que les juges lui donnent le feu vert, parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le traité de la CPI. Il fallait donc que les juges de la Cour donnent le feu vert au bureau du procureur pour conduire ces enquêtes. Et avant même d'avoir le feu vert, le procureur de l'époque, Luis Moreno Ocampo, avait démarré son enquête. Encore un fait souligné par la Chambre de première instance. Donc de bout en bout, cette procédure a été très très mal menée. Et effectivement, quand on n'arrive pas à lire clairement une stratégie au niveau judiciaire, il ne reste qu'une lecture politique des événements. Et dans le cadre du conflit en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la situation, effectivement, ça pouvait donner le sentiment que le bureau du procureur n'a pas été impartial dans cette affaire. Merci Stéphanie Maupas, correspondante de France 24 à La Haye. Le fils de Laurent Gbagbo est avec nous en direct. Fraîchement élu député dans la circonscription de Yopougon, la plus peuplée d'Abidjan, la capitale. Bonjour Michel Gbagbo, merci d'être avec nous. Bonjour monsieur, et merci de m'associer donc à cette émission. Avez-vous pu joindre votre père depuis l'appel et la décision donc d'appel qui confirme cet acquittement? Non, pas encore, parce que comme vous le doutez, il lui faut quitter La Haye, il lui faut rentrer sur Bruxelles. Et donc là, c'est à son tour de certaines mesures de sécurité, donc je n'ai pas encore pu lui parler directement. Connaissez-vous ses intentions? Souhaite-t-il revenir à brève échéance en Côte d'Ivoire où vous vous trouvez? Michel Gbagbo, est-ce que vous êtes avec nous? Non. On va retrouver dans un instant Michel Gbagbo. Oui. Ah, vous êtes avec nous, vous nous entendez. Connaissez-vous les intentions de votre père? Souhaite-t-il revenir à brève échéance en Côte d'Ivoire où vous vous trouvez? Évidemment, on dit souvent que la réponse se trouve dans la question. Évidemment, M. Gbagbo est ivoirien et il souhaite, je pense comme le ministre Charles Goudé, rentrer dans son pays, retrouver sa famille, retrouver sa nation, retrouver son pays. Évidemment. Retrouver ses proches, retrouver son pays, ça n'a rien forcément d'une évidence. Ça veut dire retrouver aussi la vie politique en Côte d'Ivoire? Oh, ça, vous savez, la vie politique ne sera jamais achevée pour quelqu'un de cette dimension. C'est une dimension qui dépasse le simple territoire ivoirien. Ce monsieur, aujourd'hui, il a acquis une stature internationale. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va jouer les rôles de premier plan? Non, ça, on verra. On laisse les choses venir. Mais en tout cas, du point de vue moral, oui, c'est une personne qui a un impact fort, qui va s'impliquer pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour un dialogue franc en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que la nation ivoirienne en a plus que jamais besoin. Vous restez avec nous, Michel Gbagbo. On va en reparler, bien sûr, dans un instant. Georges Jacquat,
vous-même, membre du FPI, le parti créé au départ par Laurent Gbagbo, mais vous avez fait un autre choix ces dernières années. Vous avez suivi Pascal Affi-N'Guessan. Comment réagissez-vous? Souhaitez-vous, vous aussi, un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Et pour y jouer, quel rôle? Je vous ai dit que le FPI est très heureux de cet acquittement qui vient après 10 années de procès. Et c'était une décision attendue par les Ivoiriens en particulier et par toute l'Afrique en général. Attendu, pourquoi? Parce que pour vous, il n'y avait pas de fondement à poursuivre Laurent Gbagbo? Oui, mais il n'y avait pas de raison. Vous savez, le FPI est un parti qui a pour principe de défendre les libertés des individus. Et pour nous, l'emprisonnement ou la privation, l'absence de liberté doit être, si vous voulez, l'exception. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'on n'a pas des Sauf éléments... pour punir un crime. On parle de la mort de 3000 personnes Oui, dans la mais crise post-électorale. il y a eu des affrontements. Tant que ce n'est pas établi que c'est Laurent Gbagbo qui est à la base, la preuve, le droit a été dit à la CPI et Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés. Donc, bien sûr qu'il y a eu des morts, il y a eu 3000 morts. Oui. La CPI doit faire son travail pour déterminer quels sont ceux qui sont vraiment les vrais coupables. Voilà pour le droit, on va en reparler dans un instant, mais je dirais, vos attentes de cœur et puis aussi au plan politique, souhaitez-vous que Laurent Gbagbo joue un rôle demain dans la destinée de la Côte d'Ivoire et quel rôle, notamment en lien avec celui de Charles Blé Goudé, autre personnalité politique issue de ce parti? Alors, il faut séparer les deux personnalités politiques. Enfin, Charles Blé Goudé et Pascal Affi-N'Guessan, puisque voilà. c'est lui que vous... Le président Laurent Gbagbo, pour nous, à travers cet acquittement, c'est, comme l'a dit son fils Michel Gbagbo, qui est mon camarade de parti, est une très belle chose qui devrait davantage contribuer à la décrispation de la situation en Côte d'Ivoire et même permettre de booster un peu le processus de réconciliation nationale qui est un peu à la traîne depuis ces années. Alors, donc, quant au rôle politique qu'il va jouer, je pense que pour l'instant, il faut nous laisser nous réjouir de la libération totale du président Laurent Gbagbo et puis laisser faire les choses comme l'a dit Michel. Le président Laurent Gbagbo lui-même ne s'est pas encore prononcé sur son avenir politique après cet acquittement. Nous attendons de l'écouter. Et puis, nous pensons qu'il a déjà... Pour vous, il n'a pas été battu en 2010, c'est donc qu'il a encore un rôle à jouer aujourd'hui? Nous avons gagné ces élections en 2010, pardon. Oui. Malheureusement, bon, le sort a décidé autrement. Aujourd'hui, c'est derrière nous. On ne parle plus de ça. Le président Alassane Ouattara fait son 3e mandat. Bon, voilà, nous sommes plutôt orientés vers... Vous dites que le président Alassane Ouattara, pour vous, il n'y a pas de discussion possible aujourd'hui sur sa légitimité? Ce n'est pas une question de légitimité, c'est un état de fait. Voilà. Et donc, nous voulons tout sortir du cycle de violence et appeler les Ivoiriens à aller à la réconciliation et puis normaliser la vie politique. Merci, Georges Jacquin. On attend Joël N'Guessan, membre du conseil politique du RHDP, qui est avec nous. Joël N'Guessan, donc ancien ministre des Droits de l'Homme du président Alassane Ouattara. Bonjour. Laurent Gbagbo s'est violemment opposé à Alassane Ouattara lors de sa première élection, la première élection d'Alassane Ouattara en 2010. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Alassane Ouattara entame actuellement son 3e mandat. Souhaitez-vous, jugez-vous utile ou vous opposerez-vous au contraire au retour de Laurent Gbagbo dans son pays s'il souhaite rentrer? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aucun Ivoirien ne souhaite qu'un autre soit à l'extérieur. C'est notre constitution qui le dit. Et franchement, je peux vous dire qu'on soit du parti au pouvoir ou bien de l'opposition, on ne peut que se réjouir de cette décision qui a été prise par la Cour pénale internationale. Donc, il n'y a pas des vainqueurs ni des vaincus. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quelque part des victimes dont il faudra tenir compte. C'est pour cela que pour nous, au niveau du RHDP, nous estimons que cet acquittement va ouvrir la voie à ce qu'on appelle la repentance. Parce que s'il n'y a pas de repentance pour ce qui s'est passé en 2010-2011, il est à craindre que plus tard, par rapport à d'autres types d'événements, cela se passe. Et mon souhait, c'est que M. Gbagbo et M. Blé Goudé qui ont été acquittés, et vraiment, on se réjouit pour la Côte d'Ivoire que cela se soit passé. Et une fois qu'ils vont rentrer, ils se mettent dans une posture de repentance. C'est le plus important. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de repentance.
Parce que vous vous doutez bien que les 3000 morts, ils ne sont pas morts comme ça au hasard. Joël Nguesson, Donc, vous c'est appelez quelque à part- la repentance de Charles Blé Goudet et de Laurent Gbagbo. D'autres ont critiqué ces 10 années durant une justice des vainqueurs qui faisait notamment Bon, fi écoutez, de certains faits, notamment le massacre de Douékoué. Est-ce que là aussi, il doit y avoir, ne doit-il pas y avoir une repentance? Justement, il y a un procès qui a commencé par rapport au massacre de Douékoué. Je vais vous dire, cette expression prononcée par les journalistes en permanence, justice des vainqueurs, ben écoutez, hein, souvenez-vous, il n'y a jamais eu au procès de Nuremberg, ceux qui ont jeté la bombe sur Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été dans le banc des accusés. Donc, je ne voudrais plus entendre cela. Mais je vous dis, entre Ivoiriens, nous devons tous apprendre à nous repentir de ce qui s'est passé et reconnaître chacun ce que chacun a eu à faire. Ben, c'est ça qui va être la base de notre véritable réconciliation. Mais Oui. si on n'admet pas que nous, on doit se repentir de ce que nous avons eu à poser comme acte, que ce soit à gauche ou à droite, si on n'a pas ça dans nos cœurs, ça ne sert à rien. Faut-il Vraiment, ça ne sert à rien. faciliter, aller plus loin même peut-être, au nom de cette réconciliation, faciliter le retour de Laurent Gbagbo, notamment en faisant tomber ces charges qui concernent ce qu'on a appelé le cas de la BCEAO? Non, il faut qu'il rentre dans son pays et que la justice joue son rôle. De la même manière que Il doit donc être poursuivi en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites. La justice ivoirienne va jouer son rôle. Maintenant, s'il faut que le président Alassane Ouattara, jugeant de son droit, et notre Parlement, jugeant de leur droit, décide qu'il faut une amnistie pour qu'on passe l'éponge et qu'on termine avec cette phase honteuse qu'on n'aurait jamais dû connaître dans notre pays, mais il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens seront unanimes tous à demander au président Alassane Ouattara de prendre cette décision, soit de grâce, ou bien demander à notre Assemblée nationale d'utiliser ce qu'on appelle l'amnistie pour qu'on mette fin. Mais je le répète, tant qu'il n'y a pas de repentance, tant qu'il y a des individus qui considèrent qu'ils n'ont rien fait alors qu'il y a eu 3000 morts, oui. Vous comprenez que demain, c'est des amnisties politiques qui n'auront aucun impact sur la réconciliation réelle que les Ivoiriens souhaitent. Merci Joël Nguesson. Vous restez avec nous. Gauthier Ribinski, cet acquittement confirmé donc, en appel en deuxième instance donc, par la Cour pénale internationale, est-ce qu'il signifie donc qu'il n'y a aucune responsabilité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet dans ce qu'il convient bien d'appeler ces meurtres de masse, ces massacres de 3000 Ivoiriens dans cette période post-électorale? Non, assurément non. Ce qui est important par rapport à la Cour pénale internationale, et qui est positif, et vous verrez que je réponds à votre question par la suite, c'est que cette Cour a prouvé que même si elle a subi, même si ces juges ont subi des pressions, même si, j'allais dire, l'ambiance qui entourait cette procédure concernant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, eh bien, elle a pu rendre un jugement qui n'était pas conforme peut-être à ce qu'on attendait d'elle. Ça, c'est important parce que pour tous ceux qui disent que à la Cour pénale internationale de l'Haye, les dés sont pipés et joués d'avance, la preuve est là. La deuxième chose, c'est que la procédure, oui, a été douteuse, comme nous l'a dit Stéphanie Maupas, et puis surtout, ce qui était compliqué et extrêmement mal taillé comme code, c'était cette notion de crime contre l'humanité. Manifestement, elle ne correspondait pas à la réalité ou aux charges que l'on pouvait reprocher à ces deux hommes. Et là, il faut forcément une redéfinition de ce type de concept. Parce que là, on a l'impression que d'une certaine façon, les juges ont répondu à la question Blé Goudet et Gbagbo sont-ils coupables de crimes contre l'humanité? Non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas coupables de la mort, du décès des 3000 personnes dont vous parliez en introduisant votre propos. Donc là, il faut retailler la cote et puis surtout... Et cette accusation d'une justice des vainqueurs, il y a aussi l'idée qu'on a uniquement instruit contre un camp. C'est vrai que la procédure a été douteuse, mais cette expression, la justice des vainqueurs, elle est en vigueur dès que la Cour pénale internationale de l'Haye se saisit d'un dossier. Donc c'est assez classique. Simplement, pour terminer, il y a forcément quelque chose, à mon sens, qu'il faudrait creuser comme concept futur. C'est, par exemple, ce qu'est
ce qu'a été en Côte d'Ivoire l'ivoirité. Est-ce que ça, c'est un crime contre l'humanité? Peut-être, parce que l'ivoirité est prédictive. C'est-à-dire que quand elle est martelée, d'une certaine manière, elle laisse libre champ à ceux qui vont s'en servir et qui ont peut-être, dans ce cas, commis des meurtres. Cette conception restrictive de la nationalité qui a conduit à écarter un certain nombre de personnalités des élections passées. On va en reparler dans un instant, et notamment de l'avenir politique de Laurent Gbagbo dans la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Retour au débat de France 24. La Cour pénale internationale confirme donc l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de celui qui fut longtemps son bras droit, Charles Blé Goudé, le leader des Jeunes Patriotes. Tous deux retrouvent donc leur liberté de mouvement. Mais pourquoi faire? On va en parler dans la deuxième partie de ce débat avec toujours à mes côtés Georges Aka, secrétaire général adjoint du FPI ici en Europe. Le FPI, c'est le parti fondé par Laurent Gbagbo, mais qui depuis a connu effectivement une évolution, disons, pour le moins surprenante, puisque une partie est restée loyale à l'ancien président, l'autre a pris fait et cause pour Pascal Affi-N'Guessan. Et c'est donc en tant que porte-parole de ce FPI légal, comme on dit, que vous êtes ici même avec nous, Georges Aka. Merci à nouveau d'avoir répondu à cette invitation. Merci également à Gauthier Ribinski de la rédaction de France 24. Et puis nous avons avec nous en direct d'Abidjan Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, tout juste élu député FPI de la circonscription de Yopougon à Abidjan. Merci d'être avec nous à nouveau, Michel Gbagbo. Et puis Joël N'Guessan, membre du conseil politique du RHDP, c'est le parti présidentiel, parti du chef de l'État Alassane Ouattara et ancien ministre des Droits de l'Homme. Dans un instant, nous rejoindrons également à Abidjan Thaïs Brook, le correspondant de France 24, pour prendre le pouls des réactions sur place. Thaïs est avec nous. Comment réagissent les Ivoiriens et notamment comment réagit-on à Abidjan où vous vous trouvez, Thaïs? Oui, bonjour. Écoutez, je suis devant le siège de la branche gbagboorien du FPI. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelques dizaines de personnes, mais il y a beaucoup plus de monde à l'intérieur, environ une centaine ou 200 personnes. Les gens arrivent au compte-gouttes et ici, à l'intérieur, dans le siège du FPI, eh bien, on danse, on chante, comme vous pouvez le voir derrière moi. On a même sabré le champagne en criant « on a gagné ». Nous avons pu échanger avec plusieurs personnes qui sont à l'intérieur et notamment avec le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo. Il s'est dit soulagé, il estime que cette libération apporte de belles perspectives concernant la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des proches, des membres du parti de Laurent Gbagbo à l'intérieur, notamment d'anciens ministres. On peut notamment citer l'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kouassi, qui estime que c'est un grand jour pour la démocratie, un grand jour pour l'Afrique. Il est même allé jusqu'à comparer Laurent Gbagbo avec Nelson Mandela. Un petit peu plus tôt dans la journée, beaucoup de gens s'étaient rassemblés aussi dans l'un des bastions du FPI à Yopougon. Ils ont regardé les audiences de la Cour pénale internationale et à l'annonce du verdict, à l'annonce de l'acquittement, de la confirmation de cet acquittement de Laurent Gbagbo, eh bien, ça a été des explosions de joie. En revanche, eh bien, il faut dire que du côté des victimes, c'était une toute autre ambiance. Quelques dizaines de victimes s'étaient rassemblées devant le tribunal, la Cour de justice d'Abidjan. Et il faut dire qu'ils se sont dit très déçus. C'était un petit peu un coup de massue. Nous avons parlé avec le président de l'Association des victimes de crise des Côtes d'Ivoire, qui estime que la CPI vient de consacrer l'impunité en Côte d'Ivoire. Donc comme vous le voyez, eh bien, les réactions sont partagées ici en Côte d'Ivoire en fonction des victimes ou alors des partisans de Laurent Gbagbo. Merci Thaïs Brook avec nous en direct d'Abidjan. Michel Gbagbo, vous avez été cité par notre correspondant à l'instant. On a entendu nous-mêmes votre réaction dans la première partie de ce débat. Que répondez-vous aux victimes qui déplorent l'impunité de ceux qu'ils considèrent être les responsables de la mort de leurs proches? Michel Gbagbo, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes toujours avec nous? Oui, je vous entends. Je vous entends. Que répondez-vous? Oui, que répondez-vous donc à ces proches de victimes qui déplorent l'impunité de ceux qu'ils estiment être responsables de la mort de leurs êtres chers? Le président Gbagbo a été jugé par une cour indépendante. Il a été acquitté par 3 fois. Je dis bien par 3 fois. Et aujourd'hui, son ministre Charles Blé Goudé et lui-même
définitivement donc acquitté pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut donc aujourd'hui se réjouir de cet acquittement et puis chercher quels sont les auteurs de toutes ces tueries. Quels sont les auteurs? Quels sont les commanditaires de ces gens qui ont massacré le peuple ouest? Quels sont les commanditaires de ces gens qui ont coupé les manches, qui ont coupé les coudes, les poignets des gens? Quels sont les commanditaires de ces gens qui ont enterré des gens? Vous dites-vous qu'aucun parmi ces auteurs n'ont agi ni sur ordre de Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudet, ni parce que c'est même Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont jusqu'au bout refusé le verdict des urnes? Je dis que le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudet ont été jugés par 3 fois par une cour internationale et ont été acquittés par 3 fois. Ils sont donc innocentés et qu'on doit chercher aujourd'hui, si on recherche vraiment la vérité, on doit maintenant chercher à identifier quels sont les auteurs, quels sont les commanditaires des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tuerie en Côte d'Ivoire. Je dis simplement qu'on doit maintenant que ces 2 personnes ont été innocentées, on doit, si on veut réellement la vérité, si on veut rendre justice à la population ivoirienne, on doit continuer donc la procédure de chercher quels sont les véritables coupables. Et je pense qu'on le trouvera, parce que jusqu'à présent, en tout cas en Côte d'Ivoire, nous n'avons eu qu'une justice de vainqueurs qui a montré ses limites. Joël Nguessan, cette justice des vainqueurs, et puis après on passera quand même à la réalité de la politique ivoirienne d'aujourd'hui, mais cette justice des vainqueurs, que répondez-vous effectivement à Michel Gbagbo qui se fait le relais des critiques qu'on a entendues ces dernières années? Joël Nguessan, vous nous entendez? Oui, visiblement, la qualité de la liaison est assez mauvaise. Un mot, Michel Gbagbo, cette fois sur les perspectives politiques de cette frange du FPI, la frange, comme on dit, Gbagbo ou rien, Gore, qui est resté donc fidèle à l'ancien président, longtemps absente du jeu ivoirien. Vous avez boycotté les élections pendant pratiquement 10 ans, à la différence du FPI légal de Georges Jacka, qui est à mes côtés. On va en parler dans un instant. Vous vous êtes présenté néanmoins aux dernières élections législatives. C'était en début du mois, dans une alliance avec le parti historique de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI, aujourd'hui donc représenté par Henri Konan-Bédier. Et vous avez obtenu vous-même un succès personnel dans cette circonscription de Yopougon. Au total, cette alliance a permis d'obtenir 81 sièges dans la nouvelle Assemblée nationale. Allez-vous continuer de faire de la politique et plus généralement donc de concourir, de vous soumettre au suffrage des Ivoiriens aux côtés du PDCI? Est-ce que cette alliance est partie pour durer? Le président Laurent Gbagbo a très tôt demandé que nous puissions reprendre le chemin de la compétition électorale. C'est exactement ce que nous avons fait dans le cadre donc d'une coalition avec le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA et nous-mêmes avons boycotté ensemble les élections présidentielles parce qu'il faut marquer le refus de compétir quand les dés sont pipés. On comptait sur l'élégance démocratique du pouvoir en place. Malheureusement, il s'agit d'une dictature qui manque totalement d'élégance et de clairvoyance, qui s'est entêtée. Alors finalement, nous avons décidé de compétir quand même parce que nous voulons dénoncer le manque de bonne gouvernance. Nous voulons la démocratisation du processus en Côte d'Ivoire. Donc oui, nous y sommes maintenant. Nous avons eu quelques succès, mais ce sont les mêmes problèmes qui nous ont amenés au Parlement, qui seront débattus au Parlement. Et éventuellement, nous verrons à continuer cette coalition si elle est nécessaire pour le bonheur des Ivoiriens. Vous envisagez éventuellement de poursuivre cette coalition, ce retour en politique de cette frange du FPI, il est conditionné directement par l'espoir de voir Laurent Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire? Cet espoir, il est déjà acquis. Nous avons joué, si vous voulez, en quelque sorte en position défensive parce que le président Laurent Gbagbo était dans les liens de la détention. Il nous a ensuite demandé lui-même de changer de posture et d'être plus ouvert pour le jeu institutionnel. Pour préparer son retour? Exactement ce que nous avons fait, parce que ce qui a changé, c'est simplement que le président Gbagbo n'est plus en détention, qu'il n'est plus accusé et qu'il est acquitté. La seule voie pour conquérir le pouvoir et pour servir la population, c'est la voie démocratique, c'est la voie électorale, et c'est exactement ce que nous avons choisi. Et croyez-moi, et ça je le dis à tous nos adversaires, il vaut mieux
une compétition électorale qu'une guerre. Et nous sommes des gens de paix, nous sommes des gens pacifiques, mais nous sommes des gens combatifs. Et par ce combat démocratique-là, nous espérons arriver à changer les choses en Côte d'Ivoire positivement pour la population. Quel est votre message à destination de Georges Aka, du FPI légal, qui est à mes côtés? Pas de message direct, parce que ça se gère, si vous voulez, à l'échelon supérieur, et ce n'est pas moi qui prends des décisions. Vous souhaitez aller ensemble aux élections à l'avenir? Pas de message personnel, parce que comme je vous l'ai dit, ça se gère à l'échelon supérieur. Je serais très heureux que tous nous participions donc au processus électoral en Côte d'Ivoire et à la démocratisation du système ivoirien, à la libération des prisonniers politiques, que nous participions tous dans un même élan à l'accueil du président Laurent Gbagbo et au retour des exilés. Tout de même, le PDCI n'est-il pas un allié contre nature pour vous? Lorsqu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'on a le luxe de se poser ce genre de questions? Non. Nous avons mis en place une coalition pour sauver la Côte d'Ivoire, que nous avons transformée en coalition électorale. Et en face de nous, nous avons les machettes, nous avons les milices, nous avons des opérations de kidnapping, nous avons de la torture, nous avons des emprisonnements. Alors oui, pour sauver la population, nous sommes prêts à ce genre d'alliance, qu'on l'appelle idéologique ou non idéologique, mais il s'agit avant tout de sauver la Côte d'Ivoire, de sauver la population. Georges Aka, votre leader, Pascal Affi-N'Guessan, a lui-même été incarcéré en marge, disons, de l'élection présidentielle dont il avait lui-même refusé d'honorer le processus. Il s'était d'ailleurs mis en marge en appelant à la création d'un pouvoir de transition. Aujourd'hui, quelles sont ses perspectives, alors qu'il faut bien le dire, les législatives ont été décevantes pour vous, moins de 10 sièges? Oui, et vous savez que, comme on le dit, le pouvoir n'a pas voulu jouer franc jeu par rapport à cette présidentielle, en clarifiant le jeu. Donc, bien entendu, il ne fallait pas aller à cette élection pour y aller. Et nous avons mené un combat pour pouvoir justement permettre à ce pouvoir-là de prendre le taureau par les cornes et puis mettre en place les dispositions pour qu'on puisse aller à des élections, à une compétition saine. Vous aviez pourtant fait le jeu du dialogue avec ce pouvoir. C'est ce que vous reprochez précisément, les alliés de Laurent Gbagbo? Mais justement, ce qu'on nous reproche aujourd'hui, il a si bien dit Michel, ils sont aujourd'hui dans le jeu politique à la demande du président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Certainement parce qu'ils se sont rendus compte que leur position initiale était sans issue. Donc aujourd'hui, nous sommes confortés dans notre position d'avoir choisi cette posture depuis le départ. Sauf que c'est dommage que nous n'ayons pas pu nous entendre pour aller ensemble à cette élection législative et qu'ils aient décidé d'aller se coaliser avec le PDCI. Vous regrettez l'alliance avec le PDCI? Pour vous, elle est impossible? Non, on ne regrette pas l'alliance avec le PDCI, mais on regrette que toute l'opposition ne s'est pas mise ensemble pour pouvoir justement, dans cette dynamique de désobéissance civile, se mettre ensemble pour pouvoir justement donner plus de sièges à l'opposition, à cette Assemblée. Parce que il faut le noter, il ne vous a pas échappé que cette division de l'opposition a été fatale pour nous par rapport au score que vous voyez. Aujourd'hui, dans votre opposition à Alassane Ouattara, est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas finalement le mieux à même de porter vos couleurs? Lorsque vous voyez les réactions à l'annonce de son acquittement qui préjuge peut-être d'un retour. Mais nous, on n'a pas de problème particulier. En fait, comme on le dit, ce n'est pas un problème de personne contre le président Laurent Gbagbo. C'est un problème de démarche politique. Voilà, nous sommes des politiques. Nous avons une ambition pour la Côte d'Ivoire. Le FPI a cette ambition pour la Côte d'Ivoire. Si à un moment donné, nous sommes tous des humains, on peut se tromper. Donc si à un moment donné, une voie empruntée est considérée comme une voie tronquée et qu'on veut revenir sur la bonne voie, on va tous la comprendre. Pour l'instant, le président Laurent Gbagbo n'a rien dit encore. S'il veut bien reprendre le flambeau... Vous lui emboîterez le pas. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan a été affecté par son incarcération. Il s'est mis de côté, de fait. Oui, on peut dire que l'incarcération du président Affi-N'Guessan a joué beaucoup aujourd'hui dans les postes que nous avons. Ça, c'est clair. Mais n'empêche que le FPI demeure le FPI et qu'à tout moment, les enfants du FPI peuvent s'asseoir pour se comprendre. Tout dépend du président Laurent Gbagbo, tout dépend de quel poste il va avoir quand il va rentrer. Joël N'Guessan pour le parti au pouvoir, le RHDP. Est-ce que vous n'avez pas intérêt aujourd'hui à tendre la main à Laurent Gbagbo? On a senti d'ailleurs peut-être l'esquisse de possibles rapprochements ces dernières semaines. Est-ce que vous négociez en coulisses? Nous n'avons pas besoin de négocier. Laurent Gbagbo est un fils de la Côte d'Ivoire.
il est un responsable politique qui compte. Donc, on n'a pas besoin de tendre la main ou bien de négocier. C'est à lui qui vient d'échapper à la justice internationale, à son retour, de retenir que ce qui s'est passé en 2010-2011, par son refus de reconnaître que Alassane Ouattara a gagné, nous a occasionné près de 3000 morts. Mais ceci étant, moi je considère qu'on doit passer à une autre étape. On doit aller à une autre étape. Et qu'on ne doit plus vivre ce que nous avons connu à cette période-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de repentance. Le FPI, dont il a été l'un des principaux fondateurs, est divisé. Il y a un clan d'un côté, il y a un clan de l'autre côté, mais on leur demande de s'entendre. Ça, on est anti-ivoirien, FPI de gauche, FPI de droite ou FPI de centre. C'est à eux de s'entendre. Oui. Ce qui nous intéresse, nous ne voulons plus revivre ça. Et nous voulons avoir en Côte d'Ivoire une opposition qui est responsable. Parce que tenez-vous bien, voici une opposition qui s'élève un matin, qui demande un boycott actif, qui demande une désobéissance civile, qui aboutit à 86 morts, qui dit tant que le Conseil constitutionnel, du moins la CEI n'est pas reprise, tant que le paysage, le découpage électoral n'est pas refait, tant que c'est c'est pas possible, ils n'y vont pas, 86 morts. Et après ça, ils se lèvent, ils disent allons aux élections avec la même CEI. Non, et qu'ils soient responsables un peu. Merci. C'est ce qu'on leur demande. Merci Joël Nguessan. On leur demande d'être des gens qui sont responsables vis-à-vis de nos institutions. Merci Joël. Et qui se rendent compte qu'avec Alassane Ouattara, l'impunité, ça ne va pas. Merci Joël Nguessan. On vous a compris. Gauthier Rybinski, un mot pour conclure. La politique ivoirienne en reste d'une certaine manière à ce triangle, alors on dirait presque triangle amoureux, de ces trois personnalités politiques, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, qui au gré de leurs alliances respectives font basculer le pouvoir dans un camp ou dans l'autre. Est-ce que ça va se poursuivre avec le retour dans le jeu de Laurent Gbagbo ? Probablement, et d'ailleurs on voit qu'il y a des problèmes institutionnels qui sont liés à ce triangle, notamment le découpage électoral. Mais moi, ce qui me frappe le plus, et je ne sais pas si nos téléspectateurs ivoiriens ou nos internautes ivoiriens sont dans cette même expectative, à aucun moment de tous les interlocuteurs que nous avons eus, que vous avez eus ce soir, il n'y a d'allusion à des mesures ou à des idées ou à des désirs programmatiques. Que veulent faire de la Côte d'Ivoire messieurs Gbagbo, monsieur Ouattara, monsieur Konan Bédié? On ne le sait pas. Et de ce point de vue-là, je rejoins ce que vous disiez, il y a des luttes d'influence, il y a des alliances possibles, il y a certains qui sont en attente de l'arrivée d'un personnage, en l'occurrence Laurent Gbagbo, mais jamais, au grand jamais, et ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, jamais on entend quoi que ce soit qui ait un rapport avec des décisions futures, des programmes, des solutions adaptées aux problèmes et aux lacunes de la société ivoirienne. Encore une fois, je le répète, c'est valable pour d'autres pays. Mais ça, c'est capital. Et si vous voulez, je ne crois pas qu'on puisse, j'en terminerai là, qu'on puisse se prémunir, par exemple, de concepts aussi dangereux que l'ivoirité, tant qu'on sera dans ce jeu et ce triangle dont vous parliez, avec des personnes, quelles que soient d'ailleurs, par ailleurs, leurs valeurs intrinsèques. Merci Gauthier Rybinski, merci également à Jean-Jacques Hard d'avoir été avec nous, Michel Gbagbo était avec nous en direct d'Abidjan, tout comme Joël Nguessan, Thaïs Brook également notre correspondant et Stéphanie Mopa depuis la haie. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous dans 10 minutes très exactement. Emmanuel Macron prendra la parole pour annoncer, on l'imagine, de nouvelles mesures pour juguler la pandémie de coronavirus ici en France. Édition spéciale à suivre sur France 24.